Bonjour à tout le monde. J'étais sûr que je n'ai pas pour rien ce matin. La première raison, c'est déjà parce que Synergie est un fantastique partenaire. En plus de nous donner de la lumière et de l'eau, c'est des vrais partenaires en fait. À chaque fois qu'on a quoi que ce soit qui se passe à Martigny, qu'on a besoin d'eux, ils sont là en plus de ça avec le sourire. Et puis ils organisent des magnifiques conférences. Donc quand Julien m'a demandé si je voulais bien participer, j'ai tout de suite dit oui, sans même réfléchir. Puis après, j'ai dû faire la présentation, quoi. Et puis, je ne suis pas venu pour rien parce que j'ai deux futurs partenaires, je pense, ici. Je pourrais gentiment fournir du marc de raisin pour faire des bracelets. Donc, c'est super. On parlera de ça à l'apéritif. Et puis, concernant les objectifs de décarbonation d'Holcim, j'y viendrai un petit peu plus tard dans ma conférence, mais vous savez qu'on passe d'une viticulture où on avait tendance à tout désherber, à une viticulture où on enherbe les vignes. Et puis quand on enherbe les vignes, on crée une prairie, et dans cette prairie, on stocke du CO2. Quand on met en prairie, en fait, on va stocker entre 2 à 3 tonnes de CO2 par hectare durant les premières années. Et puis ensuite, si on maintient l'enherbement dans la vigne, eh bien, on continue à stocker cette charge de CO2. Donc si Holcim souhaite investir dans la viticulture suisse, c'est le bon moment. On a vraiment besoin de relais pour nous aider à passer la crise que l'on vit actuellement. Et puis aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de crise parce que j'en ai suffisamment parlé. J'en ai parlé hier encore à mise au point, il y a 2-3 jours, avec un ou deux banquiers que j'ai vus aujourd'hui dans la salle. Non, aujourd'hui, on va surtout parler d'agriculture et puis des enjeux, des véritables enjeux de l'agriculture en termes, je dirais, de durabilité, d'écologie, d'une part, et puis de santé publique aussi. Parce que finalement, si on utilise des produits phytosanitaires dans les cultures, ça se retrouve quand même dans la chaîne alimentaire à un moment donné. Et puis c'est un thème qui est vraiment compliqué. Souvent, les journalistes ont un petit paragraphe pour essayer de résumer ce que c'est que l'agriculture. Quand on me donne 20 ou 30 minutes, ça me laisse un peu plus de temps quand même pour aller au fond des choses. Puis moi, ce que j'aime toujours bien faire, c'est regarder le monde avec les lunettes des anciens, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, et puis d'en tirer des conclusions, des conséquences, et puis de corriger les choses quand on peut, quand on a le savoir pour les corriger. Peut-être 2 mots sur notre famille. Donc, notre famille, c'est la famille Rovinet. On a été fondé en 1947 par mon grand-père. Mon grand-père il faisait un peu tout, comme tout bon valaisan. Il faisait de la transhumance avec ses vaches à l'alpage, il cultivait de la vigne, et puis il était aussi ouvrier dans l'usine d'aluminium d'Alu Suisse. Et puis en 1947, il a décidé de se sédentariser à Sierre, de créer son commerce, et puis de ne faire plus que du vin. Et puis c'est devenu surtout un vigneron passionné, et puis on peut presque dire accessoirement, il faisait du vin. Mais avant tout, c'était vraiment la viticulture qui le faisait vibrer, quoi. Moi, je l'ai beaucoup connu. Je suis dans les petits derniers des petits-fils. Je dirais pas que c'est lui qui m'a élevé, mais en tout cas, il m'a amené en tournée durant des décennies. Donc, j'ai vraiment pu pratiquer mon grand-père. Ensuite, l'entreprise a pas mal grandi. Au travers de Domaine Rovinet, on est monté à 300 000 à 400 000 bouteilles, avec un certain succès, en lançant quelques marques, notamment le Tourmentin, si vous connaissez peut-être. Et puis en 1998, on a eu la chance de reprendre les Cavorsa qui étaient en situation de sursis concordataire depuis un certain nombre d'années. Puis là, on est passé de 300 000 à 400 000 bouteilles à 5 millions de bouteilles, à peu près en un été. On a complètement changé de métier. On est passé du propriétaire en caveur qui devait presque donner des allocations à ses clients au négociant qui achète de la vendange et puis qui doit trouver des solutions et des débouchés pour son marché. Puis à partir de là, on a eu une croissance plutôt par acquisition, parce qu'il y avait des grands enjeux pour maintenir le site de Martigny, de le remplir. Et donc on a créé une structure d'embouteillage avec la maison Provin en 2000 qui s'appelait Sevin. On a misé jusqu'à 18 millions de cols à Martigny par année. Et puis ensuite on a repris quelques commerces de vins valaisans qui sont bien connus pour arriver à la taille que l'on a aujourd'hui. Et puis on a terminé, notre croissance avec la création d'une brasserie, parce qu'on aime ce qui fermente, on aime la production. Et puis une brasserie était tout indiquée pour le site de Martigny, avec l'eau de Martigny, qui est une magnifique eau pour faire de la bière. Voilà.
quelques chiffres. Donc moi, je me situe peut-être entre les deux entreprises, peut-être plus proche quand même de ID Watch en termes de taille. On est à peu près 200 collaborateurs en équivalent temps plein. On a une activité très saisonnière, donc on fait plus de 400 certificats de salaire par rapport aux ouvriers viticoles. On travaille en propre 160 hectares de vignes, ce qui fait de nous quand même le plus grand exploitant viticole du canton. On achète 330 hectares de raisins issus de nos fournisseurs de vendanges. Et puis on traite encore en seconde main des vracs ou des vins finis qui représentent 120 à 180 hectares. Donc à Martigny, c'est 5 à 6 millions de litres qui sont travaillés. Ça représente 640 hectares du canton du Valais, 16% du commerce du vin valaisan. Voilà. Puis au niveau de la brasserie, c'est 6000 hectolitres pour l'instant. Alors, parlons de viticulture. Je dirais les principaux enjeux quand on cultive de la vigne, c'est de s'atteler à 3 fléaux, si je peux les appeler comme ça. En tout cas, pour les anciens, c'était des fléaux. Les premières, c'est les maladies fongiques. Donc, les maladies fongiques, c'est tous les champignons qui vont se développer soit sur le feuillage de la vigne, soit sur la grappe de la vigne. Vous avez beaucoup entendu parler l'année passée du mildiou. Le mildiou, c'est une maladie qui va altérer le feuillage, qui peut même altérer la grappe et puis faire dépérir la grappe. On a l'oïdium. L'oïdium, c'est le champignon qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps ici en Valais, qui va aussi faire pourrir le raisin. Et puis on a le botrytis. Le botrytis, c'est cette petite pellicule grise que l'on voit se développer sur un végétal qui attaque la vigne. Le deuxième fléau qui va attaquer la vigne, c'est les ravageurs. Chez nous, c'est principalement des insectes. C'est des insectes qui peuvent soit manger le feuillage et puis ensuite créer un stress hydrique à la vigne, puisque la vigne ne peut plus faire de la photosynthèse. L'insecte peut pondre dans la grappe ou piquer la grappe. Et puis l'insecte peut aussi piquer le pied de la vigne et puis lui inoculer un virus. On connaît historiquement la crise du phylloxéra. C'était une petite puce qui piquait le cep de la vigne et qui a inoculé le virus du phylloxéra en Europe. Puis après, le troisième fléau, c'est la gestion de l'herbe. L'enherbement, en fait, va manger les nutriments de la vigne. Donc finalement, ça mange premièrement l'eau qui pleut finalement, et puis l'azote. On a besoin d'azote en fait dans le fruit pour ensuite avoir une bonne fermentation. Donc on doit gérer l'herbe dans une vigne. Alors j'ai mis l'objectif du vigneron au 19e et au 20e siècle. Ça a été vraiment de réduire le risque de récolte, donc de tous ces fléaux qui peuvent vraiment altérer la récolte. Et puis le but d'un vigneron, c'était d'augmenter le volume de production. Maintenant, au 21e siècle, ça c'est plutôt la conclusion de ma présentation, c'est d'obtenir un rendement raisonnable. Ça veut dire qu'on a fait quand même beaucoup de chemin. On a étudié ce qu'on était capable de perdre comme récolte au profit de la biodiversité, et puis de comment cohabiter avec l'environnement. Donc les paradigmes ont un petit peu changé avec les siècles. Alors j'ai intitulé ça « L'âge d'or de la chimie agricole ». En fait, je dirais les premières avancées ont lieu avant 1900. Avant 1900, on a vraiment compris le fonctionnement de 2 matières actives. D'un côté le soufre et d'un autre côté le cuivre. Donc c'est vraiment des matières naturelles qui existent naturellement sur l'écorce de la terre, que l'on peut utiliser uniquement pour lutter contre les maladies fongiques. Donc c'est vraiment ces matières qui permettent de lutter contre l'oïdium et contre le mildiou. C'est des matières qui sont pas systémiques, pas vraiment efficaces à long terme, elles se lessivent. Donc il faut beaucoup d'applications pour lutter contre les champignons. Mais ça a révolutionné quand même la viticulture dans ces années-là. Ça a permis de doubler les rendements viticoles grâce à ces matières premières. En fait, ces matières, en plus, elles sont positives dans le sens où elles se lessivent avant les vendanges avec les dernières pluies, et puis elles ne se retrouvent pas dans le vin. Et tant bien même elles se retrouveraient dans le vin, il n'y aurait pas vraiment de problème. C'est des particules relativement lourdes, elles sont collées avec les différentes cols blanc d'œuf ou les maigres, et puis elles ne se retrouvent pas finalement dans le vin, donc il n'y a pas vraiment de problème avec ces substances. Les substances vraiment problématiques, c'est celles qui ont été développées après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50. Là, on a vraiment, mais je pense que c'était aussi la recherche militaire qui a amené aussi tout un tas de molécules. Et puis on a trouvé 3 types de matières actives qui ont révolutionné la viticulture. Les premiers, c'est les herbicides. Alors les herbicides, à l'époque, c'était des herbicides racinaires, donc c'était des herbicides qui sont chargés en métaux lourds.
Et puis naturellement, ces métaux lourds asphyxiaient d'une part les racines des végétaux qu'on ne voulait pas, mais restaient dans les sols. Ensuite, on a les insecticides organochlorés, donc c'est des insecticides qui avaient alors une efficacité redoutable. Il n'y avait plus un insecte qui volait dans la vigne, et puis alors on n'avait plus que des grappes saines et des feuillages sains. Et puis la dernière chose, c'est les fongicides systémiques. Donc avant, je vous ai parlé des fongicides de contact. Là, c'est des fongicides qui rentrent dans la feuille et dans la baie du raisin et qui protègent le raisin de l'intérieur, ce qui fait qu'ensuite, le raisin n'a plus vraiment besoin de créer tous ces antioxydants pour se battre, puisqu'il est protégé de l'intérieur contre les attaques cryptogamiques. Alors, je dirais, en 1950, tous les vignerons ont crié « Hurrah, on a enfin trouvé la voie pour mieux dormir la nuit ». Parce que jusque-là, le désherbage, c'était les grands-mères qui s'en occupaient. La grand-mère, elle se levait le matin, elle faisait le petit-déj, elle faisait la lessive, elle s'occupait des devoirs des enfants, et puis le soir, elle se pliait encore en quatre pour aller désherber à la main. Donc je dis toujours, les herbicides sélectifs, ça a libéré les grands-mères. D'ailleurs, si vous vous rappelez, dans les BD, elles sont toujours pliées en quatre. C'est à cause de ça. Aujourd'hui, les grands-mères, elles se tiennent bien droites parce qu'elles ne doivent plus désherber la vigne. Non, mais il faut quand même regarder avec les lunettes de l'époque. C'était des vrais progrès qui ont rendu les vignerons un petit peu plus relax quand même. Alors ici, j'ai mis les déconvenus. Et puis, c'est marrant parce que ça, c'est une photo de mon grand-père. C'est une archive de la RTS, il avait passé dans un temps présent en 1978, et puis il parlait déjà des problèmes induits par le dérèglement écologique, si on peut l'appeler comme ça. Alors là, en l'occurrence, il s'exprimait plutôt sur les fumées de fluor qui quittaient la suisse, qui passaient sur la colline de Gironde et qui, en fait, ont fait périr son vignoble, en réalité. Puis c'est peut-être la raison pour laquelle mon grand-père a toujours été très proche de l'environnement. C'est parce qu'il a vécu, en fait. Il a vécu un vignoble qui dépérissait en raison de phénomènes écologiques. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a commencé à apprendre au début des années 80 ? C'est que ces molécules, toutes ces molécules, ce cocktail de molécules qu'on avait créé, elles persistaient dans l'environnement. En réalité, cette synthétisation de molécules, c'est des molécules complexes qui se dégradent très difficilement. Une fois qu'on les a formées, elles se retrouvent dans les nappes phréatiques, elles se retrouvent ensuite dans les cours d'eau, dans les lacs. Tout le débat qu'on a actuellement sur les PFAS, c'est un peu cet héritage qu'on est en train de tirer avec nous maintenant. C'est d'une cinquantaine d'années de l'âge d'or de la chimie qui nous laisse ce délicat héritage. Après, bioaccumulation, le symptôme, c'est qu'on s'est rendu compte que on avait beaucoup d'oiseaux qui disparaissaient parce que la coquille des œufs des oiseaux s'affinait de plus en plus. Et puis en l'occurrence, c'est lié à ces molécules que les oiseaux ingéraient et puis qui affaiblissaient la taille des coquilles des œufs. Donc quand je vous parle de viticulture, c'est toute l'agriculture, hein, et puis plus largement toute la chimie, je dirais, qui en est responsable. 3, la toxicité non sélective. Je vous parlais des insecticides avant. Ça tuait le ver de la grappe, mais ça tuait aussi l'abeille. Donc c'était vraiment c'était du napalm, en fait, si on veut prendre une image. Pollution des sols et des eaux, je vous en ai parlé. Résistance biologique, c'est qu'en fait la vie est tellement bien faite que quand on est attaqué, on se reprogramme. Et puis que finalement, la nature a toujours une longueur d'avance sur la chimie. Donc au bout d'un moment, plus on met de produits, plus on a de problèmes. Et ça, il a fallu que 30 ans en fait, pour s'en rendre compte. Et puis la dernière chose, c'est l'affaiblissement des barrières défensives et de l'immunité du végétal protégé. C'est qu'on ne s'est pas vraiment rendu compte, mais en protégeant le raisin de l'intérieur, on lui a dit « tu n'as plus besoin de te défendre ». Puis qu'est-ce qui est bon dans un raisin ? C'est la peau. En réalité, quand on fait un vin rouge, on va cuver la pellicule du raisin dans la masse en fermentation et on va extraire ce qu'on appelle des antioxydants, du resveratrol, des tannins, des anthocyanes. Et ça, en fait, c'est toutes les défenses immunitaires du raisin. Puis finalement, avec ces molécules systémiques, eh bien, le raisin n'a plus besoin de se défendre et donc le raisin est moins complexe, le vin est moins complexe et il est moins bon. Mais ça, on s'en est rendu compte que très tardivement,
quand on a commencé à faire de la culture biologique et qu'on se disait, mais en fait, les vins rouges sont meilleurs. Alors, je vous expliquerai après, hein. Il y a eu une période où le vin bio n'était pas bon. Mais maintenant, le vin bio est meilleur. Et on arrive à tirer des parallèles maintenant sur la complexité de la pellicule du raisin qui doit plus se défendre, qui se fait attaquer, et directement sur la qualité des vins. Voilà. Donc, il a fallu une trentaine d'années pour se rendre compte de tout ça. Qui connaît ça? Qui connaît ce monsieur? Personne dans cette salle. Il n'y a pas de vigneron dans la salle. Alors ce monsieur, c'est Augustin Schmitt. Ça a été un des tout grands chercheurs en matière vitivinicole pour le monde, et il est valaisan, il est décédé cette année. C'est un hommage de mettre sa photo. Puis alors derrière, on ne voit pas vraiment, hein, les deux, ils sont un peu sombres. Mais en fait, ici, vous avez une araignée rouge. On appelle ça le grand réveil dans les années 1985. C'est ce qui nous a vraiment fait prendre conscience de ce qu'on avait fait dans le vignoble. En réalité, on avait des insecticides qui avaient pour objectif de tuer les araignées rouges. Parce que l'araignée rouge, c'est un acarien, tout petit, on ne le voit pas à l'œil nu. Il monte sur la feuille, il pique la feuille, et puis la feuille dépérit. Et on ne comprenait pas, parce que plus on traitait l'araignée rouge, plus on avait des remontées d'araignées rouges. Puis en fait, ce qu'Augustin Schmitt nous a démontré, c'est qu'on avait tué le prédateur de l'araignée rouge, qui est le typhlodrome, qui est ici. Le typhlodrome, il est inoffensif pour la vigne, mais par contre, au petit-déj, il se gave d'araignées rouges. C'était vraiment le repas par excellence pour le typhlodrome. Et donc finalement, Augustin Schmitt nous a rendu attentifs au fait qu'il fallait arrêter de toute urgence l'utilisation d'insecticides, et puis surtout qu'il fallait réintroduire le typhlodrome. Donc on est allé en chercher dans le sud de la France. Ça niche aussi dans des chênes, dans des châtaigniers. Et puis on a remis des populations de typhlodrome dans les vignes valaisannes, et on a réglé le problème de l'araignée rouge de cette manière-là. Et donc depuis 1985, on utilise quasi plus d'insecticides. Je dirais la seule nécessité d'utiliser des insecticides, c'est si on a des puces qui se redéveloppent et qui sont peut-être porteurs d'un virus. Alors on doit, de manière très ciblée, faire des interventions. Mais les molécules ont tellement évolué que maintenant on arrive à cibler l'insecte qui nous pose problème si on en a besoin. Si ça se fait, c'est toujours sous le contrôle de l'État, dans des périmètres bien donnés, avec des protocoles qui sont plus que clairs. Voilà. Donc, je dirais, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1985 ? Ça a été, et puis là je mets de la recherche appliquée, parce que je crois que l'avènement de la chimie, elle nous a donné tout un tas de molécules qu'on a pu tester, puis on a pu voir si ça marchait ou si ça ne marchait pas. Revenir en arrière, il y a très peu d'industries qui nous accompagnent pour revenir en arrière. Donc revenir en arrière, c'est que des pionniers qui sont obligés de reprendre le bâton de pèlerin, d'essayer, de réessayer, de réessayer, pour voir si ça porte des fruits et si on arrive à recultiver comme on le cultivait avant l'avènement de la chimie. Donc ce qu'ont fait les principaux acteurs vitivinicoles, c'est que la première chose, c'est qu'on a réduit l'utilisation des intrants et on a optimisé l'usage des intrants. Ça a donné lieu à un mode de culture qui s'appelle la PI, la production intégrée ou la production raisonnée, qu'on a malheureusement très mal communiqué dans la viticulture, mais ça a été une véritable avancée. En fait, c'est quoi ? C'est qu'on va passer d'une agriculture préventive à une agriculture diagnostique. Préventive, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait dans les vignes avec des produits avant même que les premiers symptômes arrivent. C'est un peu comme de se lever tous les matins en prenant un antibiotique, en se disant qu'on allait échapper à la pneumonie en faisant comme ça. Et ben là, la culture diagnostique, c'est qu'on laisse arriver les premiers symptômes. Une fois qu'on a les symptômes, on se pose déjà la question si on peut vivre avec ce symptôme, vivre avec une petite réduction de récolte ou pas. Puis si on ne peut pas vivre avec la réduction de récolte, alors on va appliquer des méthodes douces. On va commencer par prendre une aspirine ou un dafalgan. Et puis si on stabilise, bah, tant mieux. Et puis si on ne stabilise pas et que ça dégénère en infection, on va voir notre médecin et il nous prescrit un antibiotique. Eh bien c'est vraiment cette approche-là, la production intégrée. Mais ça a choqué la vigne. Quand on fait ça d'une année à l'autre, il faut être très bon observateur. Il faut presque dormir dans ces vignes pour essayer de comprendre comment elle évolue et comment est-ce qu'elle peut tomber malade ou pas. Après, il y a eu la deuxième chose, il y a eu tout un tas de recherches sur
des stratégies où on se dit on va essayer d'être plus malin que la nature, sans utiliser le napalm. La confusion sexuelle, c'est un exemple fantastique. On a un fléau qui est le ver de la grappe. Le ver de la grappe, c'est quoi? C'est un papillon qui pond dans nos grappes, la larve se développe et elle fait pourrir la grappe de l'intérieur. Eh bien, ce qui a été développé, c'est qu'en fait, ce papillon, il fonctionne de la manière suivante. Le mâle arrive dans une parcelle et il sécrète un phéromone pour dire à tous les autres mâles aux environs « je suis là, ne venez pas ». Puis ensuite, le mâle féconde un millier de femelles et les femelles vont pondre dans la grappe. Eh bien, on a réussi à synthétiser le phéromone du papillon mâle. Vous avez peut-être vu, dans les vignes, on a soit des petites capsules en plastique, soit maintenant des petits pulvérisateurs au sommet des piquets qui sprayent à intervalles réguliers. Eh bien, c'est ça, en fait. On spraye le phéromone du papillon mâle, on donne l'indication aux autres mâles qu'on est là et qu'il ne faut pas venir, et puis les femelles ne sont pas fécondées et elles ne pondent pas dans la grappe. Mais par contre, la population se déplace. Elle se déplace dans des zones sauvages, sur des sureaux sauvages, sur des cerisiers sauvages. Et puis là, le papillon peut vivre sa vie sans nous poser de problème dans le vignoble. Ensuite, on a eu le retour au sol vivant, donc ça c'est le clin d'œil à Holcim. C'est qu'en fait, on s'est quand même rendu compte de l'appauvrissement de la biodiversité et puis surtout de la fonction de la biodiversité. Donc on a commencé à réenherber les vignes. Et puis on a des colonies par exemple de typhlodromes, de coccinelles, de tout ce qu'on peut imaginer qui vient renicher dans ces sols. Alors en plus de capter du carbone, on a une vie qui se redéveloppe dans le vignoble. Et puis alors pour revenir au sol vivant, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas mettre des graminées qui vont vraiment manger tous les nutriments. On va chercher des plantes qui sont des plantes méditerranéennes ou indigènes qui sont peu concurrentielles à la vigne. On a des mélanges de coquelicots, on a du trèfle qui amène de l'azote, on a pas mal de choses qui existent pour revigorer les sols. Et puis dans les terrasses, on va mettre des thym, des romarins, des coquelicots, en fait tout ce qu'on peut, de la lavande, qui va faire une couverture du sol, qui va permettre aux insectes de nicher en sous-sol, sans faire de la concurrence effrénée à la vigne. Ensuite, on a travaillé sur tout ce qui était sélection et création variétale. C'est que finalement, la vigne, si on prend la sélection vallée de Petite Arvine, c'est à peu près 100 clones de Petite Arvine différentes. Eh bien, on va prendre ces 100 clones de Petite Arvine et on va regarder lesquels sont les plus sensibles aux maladies, et ceux-là, on va les écarter de nos sélections. Et puis tous ceux qui sont le plus résistants, eh bien, on va les multiplier, et puis on va arriver peut-être à une sélection d'une trentaine de clones qui à la fin sera représentatif quand même du goût de la Petite Arvine, mais qui sont moins sensibles à telle ou telle maladie ou à telle ou telle carence. Et puis on avance énormément dans ce domaine-là. Et puis de l'autre côté, on crée des créations variétales. L'école d'œnologie de Changin est très forte aussi pour ça. On a créé par exemple en Suisse le Gamaret, qui n'est pas un interspécifique Piwi, mais par contre on a créé le Divico en Suisse, qui sont vraiment des cépages qui sont insensibles à certaines maladies. Si on prend le Divico, nous on fait des essais à large échelle, on ne traite pas. En fait, on a une parcelle témoin chez nous maintenant de 4000 mètres, d'Ivona et d'Ivico, sans aucun traitement, et on n'a pas de traces de mildiou qui se développent dans la vigne. Donc c'est vraiment l'avenir. Après, la difficulté pour nous, c'est de créer la demande, parce que quand on parle de Divona, pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous en entendez parler. Est-ce que vous avez l'envie de boire du Divona? Ça, je ne sais pas encore si c'est l'avenir pour le verre. Mais voilà, on avance dans ce domaine-là. Après, il y a toutes les innovations technologiques, la mécanisation, parce que ces herbes, elles sont bien belles, mais il faut quand même s'en occuper. Donc on a créé tout un tas de tracteurs, de moyens pour désherber mécaniquement et pas chimiquement les vignes. Et puis peut-être la dernière chose qui nous a fait beaucoup avancer, c'est aussi les attentes sociétales et la certification. C'est qu'on vit dans un monde de transparence. On ne peut plus dire ce que l'on fait, on doit vraiment faire ce que l'on dit. Et puis, les certifications, pour ça, elles nous contrôlent, elles nous talonnent, elles exigent de nous que l'on soit parfait dans l'intégralité de nos processus, sans quoi on n'a pas de certification. Voilà, donc ça, c'est vraiment 40 ans de travail qu'on ne peut pas résumer dans un petit encart du Nouvelliste. Alors voilà, maintenant, de manière un petit peu plus appliquée chez nous, comment ça s'est matérialisé. Donc à la fin des années 80, c'est la production intégrée, je vous en ai parlé. Mon papa est le premier président de Viti Suisse. Viti Suisse, c'est la fêtière de la production intégrée.
et on l'a appliqué depuis 1993 à l'intégralité de notre vignoble. En 1991, on a commencé à enherber nos vignes. Quand on a repris le domaine du Château Lichten, c'est 11 hectares qu'on a plantés en terrasse, donc on a planté dans l'autre sens de ce que c'était planté jusque-là. Et puis on a intégré l'arrosage par goutte à goutte. Donc le goutte à goutte, c'est un rapport d'utilisation d'eau d'à peu près 1 à 5. Donc on a une réduction massive de l'utilisation de l'eau. Les avantages du goutte à goutte, c'est que premièrement, on cible l'arrosage, donc on n'arrose que le pied de la vigne. Ça permet l'enherbement parce qu'on n'arrose pas les herbes à côté. Et puis ça évite aussi le lessivage des feuilles. C'est que les traitements qu'on applique de cuivre, de soufre sont appliqués pour plus longtemps parce que quand on n'arrose par aspersion, tout se lessive et donc on doit repasser un coup de traitement derrière. À partir de 2000, on a commencé à arrêter les herbicides racinaires. On les a abandonnés totalement en 2008. À partir de 2000, on a aussi formé nos collaborateurs au mur en pierre sèche. Alors ça, c'est pas bon pour Elsim parce qu'on n'utilise plus de béton, mais en fait, c'est très bon pour la biodiversité parce que ces murs en pierre sèche, c'est un réservoir en fait de vie. Il y a tout qui se développe là, à l'intérieur. On reconstitue entre 70 et 100 mètres carrés de murs en pierre sèche par année. C'est beaucoup en réalité, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais c'est énormément de travail. À partir de 2005, avec la station ornithologique de Sempach, on a développé un programme haies vives, c'est-à-dire que dans la plupart de nos vignobles, on met maintenant des haies d'arbres ou d'arbustes qui permettent à des oiseaux non concurrentiels à la vigne de nicher. Donc on cible vraiment les végétaux qui vont attirer des oiseaux qui ne vont pas se nourrir de raisins, mais qui vont se nourrir plutôt de la vermine qui se développe dans ces arbres. Si on prend par exemple les cognaciers sauvages, si vous allez regarder de près, en fait, un cognacier, il y a plein de vers dans tous les sens, même dans les coins, hein, si on ne le traite pas. Et ça fait nicher ces oiseaux qui se nourrissent de vers. À partir de 2009, on a commencé la culture biologique sectorielle, parce qu'on a une trop grosse exploitation pour l'appliquer. Alors je suis navré, j'ai repris une conférence qui était vieille. J'avais mis à ce jour, on exploite 14 hectares en culture biologique. En réalité, à ce jour, on exploite 90 hectares en culture biologique, donc on a beaucoup avancé depuis 2017, et 50 hectares avec une solution combinée de protection des sols. Je dirais que les 50 hectares qu'on n'a pas encore réussi à convertir à la culture biologique, c'est lié à des surfaces ou à des problèmes d'accès. C'est lié à des cépages ou à des problèmes d'accès. On a encore malheureusement des cépages qui sont très capricieux et qui ne se prêtent pas à la culture biologique stricte. À partir de 2011, on a commencé le programme Nez Noir, c'est-à-dire qu'on a réintégré ou on a intégré des troupeaux de nez noirs dans nos vignes. Donc l'avantage du nez noir, c'est que premièrement, il va manger de la fin des vendanges, donc de fin octobre, jusqu'au débourrement de la vigne, toutes ces herbes, et ça nous évite en fait de devoir travailler le sol nous-mêmes. Ça mange aussi des liserons qui rampent et dont on ne saurait pas comment se défaire si on n'avait pas ces moutons. Mais en plus de ça, ça génère de la biodiversité dans nos sols. Tout le monde connaît les alpages. En fait, les alpages sont fleuris comme ils sont fleuris parce qu'en fait, on a des vaches qui font des trous dans les sols et puis qui ont des beuses qui sont plutôt agréables pour la biodiversité. Les nez noirs dans les vignes, c'est exactement la même chose. Ça nous amène tout un tas de petits insectes qui vont gentiment coloniser les sols. J'ai mis en plus gris des choses qui ne sont pas totalement liées à la viticulture, mais en 2012, on a fait un bilan Swiss Climate. On voulait comprendre notre empreinte carbone. Donc, ce que ça nous a démontré, c'est que sur l'ensemble de notre exploitation viticole et de la transformation de raisins, on consomme à peu près 2,5 millions de kWh, dont 1,5 million de kWh électriques. Le solde, c'est du carburant, du gaz de ville. Donc on voulait le savoir et grâce à cette certification, on l'a su. À partir de 2012, on a commencé à faire une étude sur la taille de la vigne, parce qu'en fait, c'est l'activité la plus compliquée, la plus dangereuse dans la viticulture. La taille, si elle est mal faite, elle peut soit inoculer quand même des virus, parce que en fait, la vigne pleure si on taille au mauvais moment, et puis c'est une porte d'entrée pour les virus. Mais surtout, elle permet de donner de la longévité à la vigne. Une vigne mal taillée va vivre 25 ans, une vigne bien taillée va vivre 50 ans. Puis quand on reconstitue une vigne, on ouvre les sols, on fait sortir le CO2,
Donc une vigne qui a une double espérance de vie, c'est bon pour tout, c'est déjà bon pour les finances, mais c'est aussi bon pour l'écologie. En 2013, grâce à Synergie, on a fait la centrale CE renouvelable. Quand je dis grâce à Synergie, c'est qu'ils ont été partenaires dans ce projet. Ça suit en fait Swiss Climate. CE renouvelable, c'est une centrale photovoltaïque sur les toits de Cavorça qui a une capacité de 1440 kW crête. Ça produit à peu près 1,5 million de kWh. Et quand on l'a branché, c'était la 3e centrale de Suisse. Et 1,5 million de kWh, quand notre bilan énergétique c'est 2,5 millions de kWh, ça a tout son sens, on devait le faire. Mais comme c'était une grosse centrale, on s'est quand même adressé à Patrick à l'époque, qui, avec un grand sourire, nous a dit ouais, il faut faire ça. À Martigny, on doit le faire, on y va, on va le faire. En 2015, on a commencé vraiment très activement à faire une recherche sur les cépages résistants. On a actuellement 6 hectares de piwi. Alors, ce n'est pas beaucoup sur 160 hectares, mais c'est quand même, il faut se dire, des nouveaux cépages. On doit apprendre déjà à les cultiver, et puis après, on doit apprendre à les vinifier, et puis après, on doit essayer de les vendre à nos clients. Mais 6 hectares de piwi, on est quand même le plus grand producteur de piwi en Valais. En 2017, on a fait une certification bio-suisse, parce que là, c'est vraiment la transition entre la génération de mes parents, où ils nous disaient, oui, mais on n'a qu'à dire ce qu'on fait. Et puis nous, on s'est dit non, mais maintenant on va au bout des choses, on fait une certification, comme ça il n'y a plus de questions sur est-ce qu'on le fait vraiment ou pas. Et puis c'est quand même un garde-fou, parce qu'une fois qu'on est certifié, on ne peut pas revenir en arrière, alors qu'avant on était toujours quand même tenté, en cas de grosse année de maladie, d'utiliser un produit interdit, enfin interdit en culture biologique, hein, je veux dire, ou pas. Aujourd'hui on sait qu'on ne le fait pas. 2017, c'est aussi l'année du premier vin bio certifié, on a lancé la gamme Nez Noir. Et puis je crois qu'on a vraiment très bien fait de le faire. Jusque-là, les vins bio n'étaient pas toujours très bons. Puis je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, l'enracinement de la vigne, c'est comme tout être vivant sur cette planète, c'est quelque chose de fainéant. Donc quand il n'y a pas d'herbe, la vigne fait ses racines en superficie. Et puis quand on enherbe, on va choquer les racines, on va les priver de son eau et de son azote. Puis donc il faut attendre, et on dit souvent entre 7 et 10 ans, pour que le système racinaire de la vigne se refasse en profondeur et que la vigne retrouve son équilibre. Donc les premiers vins bio que vous avez dégustés dans votre vie, c'est souvent ça. C'est souvent en fait des gens qui étaient convaincus par le bio, mais qui ont choqué les racines de la vigne. Et puis ça créait des vins réduits. On disait qu'il y avait un nez bio. En fait, c'était des nez de soufre, des nez de réduction, des nez métalliques, liés justement au stress hydroazoté de la vigne. Mais quand on prend le temps et qu'on le fait bien, ou qu'on le commence directement à la plantation, le système racinaire va directement en profondeur, trouve son équilibre et on n'a plus ces problèmes finalement fermentaires du vin bio. Et donc ça devient un excellent vin. Et comme je vous l'ai dit en tout début de conférence, ça devient même les meilleurs vins que l'on a dans la cave maintenant. En 2023 et 2024, on a fait une centrale photovoltaïque nomade au sol. On a utilisé un terrain de réserve pour faire une petite centrale. Mais c'est une centrale qui va créer quand même donc 300 kW crête, qui va créer 420 000 kWh qu'on va totalement autoconsommer sur notre site. Donc c'est assez fantastique. Et puis pour 25 et 26, on a une grosse restructuration énergétique sur le site de Martigny. On va, grâce à ça, économiser. Donc on fait un forage et des packs. On va économiser 800 000 kWh de gaz et puis 50 000 m3 d'eau que l'on utilise actuellement pour le refroidissement de nos cuves. Je voulais peut-être encore juste ajouter une dernière chose. Donc voilà, ça c'est peut-être la conclusion. C'est marrant, c'est une slide que je ressors, elle date de 2010, cette slide. C'est un séminaire stratégique que l'on avait fait en 2010 quand mon papa et Dominique, mon oncle, nous avaient dit « Nous, on fait encore 5 ans avec votre génération et puis après on part à la retraite ». On s'est dit, on fait un petit séminaire stratégique avec notre direction et on définit qui on est et qui on veut être à l'avenir. Puis cette slide, elle est toujours d'actualité. On avait identifié, donc finalement c'est 2 jours où on jette sur un paperboard un petit peu tout ce qui nous vient en tête, et puis après on en fait un résumé. Donc on avait dit qu'on voulait que l'ensemble de notre activité se concentre sur la qualité de nos produits. En fait, on avance, vous avez vu, année après année, mais jamais en sacrifiant la qualité de nos produits. On sort un vin nouveau à partir du moment où on est convaincu qu'il est bon pour l'écologie, mais qu'il est bon aussi dans le verre. On ne veut pas faire d'erreur de qualité.
On a une structure familiale, on est indépendant, on veut le rester. Et puis le dernier point, c'est le respect de la nature nous tient à cœur. Puis ça, c'est un hommage à notre grand-père, parce que c'est vraiment lui qui nous a inculqué ça. Puis finalement, sur les valeurs que l'on a mis sur le papier, la valeur centrale, c'est effectivement la famille, mais la famille au sens un peu plus large. On attend de chacun de nos collaborateurs qui résonne comme une entreprise familiale. L'engagement, c'est peut-être le deuxième point. Et puis ça, c'est l'exemplarité, c'est qu'en fait, les collaborateurs nous voient aussi actifs, et puis je crois que ça donne envie de s'engager tout autant que nous. Et puis le troisième point, c'est l'innovation. Et puis l'innovation, je dirais, il y a deux éléments à l'innovation. La première chose, c'est qu'elle permet d'être en avance au niveau du marché, ça nous permet de vendre plus. Quand je vous parle de nez noir, ça a été une véritable innovation, ça nous permet d'être sur le devant de la scène. Mais l'innovation technologique, elle permet aussi d'être en avance sur nos concurrents, parce que finalement, les normes suivent les pionniers innovent, et puis ensuite, droit derrière, on a la norme qui arrive et puis qui l'impose à tout le monde. Puis si on est pionnier, on a une longueur d'avance et puis on sait comment faire. Si aujourd'hui on devait commencer la culture biologique, on serait peut-être un peu emprunté pour faire des vins de qualité. Puis voilà, après le respect et la passion de l'excellence, c'est quelque chose qui nous colle à la peau aussi. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Et je vais ouvrir tout de suite en fait la table ronde. Avec peut-être, vu il est 11h30, on va après passer à la partie apéritif, où vous aurez l'occasion d'échanger encore plus longuement. Moi, je retiens certaines choses qui sont assez fondamentales. Un, dans vos trois présentations, il y a, et ça tombe bien parce que c'était le sujet de la journée, hein, c'est qu'il faut se transformer. Soit transformer l'entreprise dans laquelle vous êtes, soit même toute une industrie. Je trouve que c'est important. Et vous vous rejoignez aussi sur d'autres thématiques. On peut se transformer, mais il faut garder une qualité du produit fini, que ce soit dans le béton, absolument nécessaire. Sans ça, je pense que nos ponts tiendront moins. Que ce soit dans l'horlogerie, parce que les concurrents ne vont pas transiger là-dessus. Et comme tu le disais à juste titre, Frédéric, dans le vin, on ne transige pas non plus sur la qualité. Et in fine, pour qu'une société ou une industrie fonctionne, il faut qu'elle ait des clients. C'est bien ça. Donc je crois que c'était les points de convergence que vous aviez. Et puis maintenant, je voulais savoir s'il y avait des questions du public à l'attention des orateurs. Je passe le micro. Je profite, j'en ai trois, une par intervenant. La première, un partenariat avec les forestiers pour que Holcim réduise ses quantités de béton et encourager des constructions en bois. Ça, je pense, parce que le bois stocke beaucoup de CO2, donc ça pourrait être un bon partenariat, comme l'a dit avec le raisin. Pourquoi pas un partenariat avec les agriculteurs? Je pense que ça peut être une bonne piste. Donc, si je posais trois questions, autrement, la deuxième question, c'est génial, hein, mais finalement, la stratégie la plus logique, encore une montre de luxe de plus, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en avoir une de plus, en fait? puis la question pour Rouvinet, c'est le raisin d'Ivico, comme j'ai compris, il supporte mal le réchauffement climatique avec l'évolution des températures qu'on aura en plaine, en particulier en plaine du Rhône. Est-ce que finalement c'est encore intelligent de faire du vin en plaine? Et finalement, combien de temps il faut pour prendre une terre où il y a eu du vin pendant des années et puis en faire des patates ou des carottes? Et puis alors sur les questions, cépages. Oui, le réchauffement climatique nous pose d'énormes problèmes. En réalité, notre génération, on ne fait pas face que à ces problèmes du passé. On doit composer en plus de ça avec le dérèglement climatique. Moi, j'ai vécu probablement plus de crises climatiques que mon grand-père sur l'entier d'une carrière. J'ai vécu la mouche Suzuki qui est arrivée en 2014 et puis qui a ravagé une récolte. Une canicule en 2015, donc juste une année après, qui a séché tous les raisins et puis donc une petite récolte. J'ai vécu le gel de 2017 qui a fait perdre à peu près 50% de la récolte valaisanne. Et j'ai vécu le mildiou 2021 et 2024, qui est une nouvelle maladie en Valais qu'on ne connaissait pas. Donc on doit vraiment jongler avec tous ces éléments. Alors si on parle uniquement du réchauffement, effectivement, on a le climat du milieu de l'Italie d'il y a 50 ans aujourd'hui en Suisse.
Donc c'est pas extrême. Ce que ça nécessite, c'est qu'on mette maintenant au deuxième ou au troisième étage les cépages les plus précoces. À l'époque, on mettait le pinot noir dans les premières zones. Aujourd'hui, on met le pinot noir en altitude, voire en rive gauche, parce que c'est celui qui mûrit le plus vite. Et puis donc, s'il est plus haut ou en rive gauche, il va mûrir plus lentement et ça va faire un vin extrêmement équilibré. Et puis on met les cépages les plus tardifs dans les meilleures zones. Mais là, on peut encore voir venir. On a vraiment des cépages très tardifs en vallée, la Syrah, l'Humagne rouge, qu'on met là. Puis après, on doit aussi faire attention à tout ce qui est débourrement de la vigne, parce que la vigne, le problème du gel, c'est que la vigne va commencer à pousser avec un mois d'avance, mais après on a un gel, et puis finalement ce qui pousse en premier sur la vigne, c'est ce qui porte le raisin. Donc si elle commence à pousser en mars et qu'on a un gel en avril, eh bien on perd toute la récolte. Donc on doit mettre en place des cépages qui débourrent le plus tardivement possible. Donc ça fait partie de la recherche aussi. Si on en a un qu'on connaît bien, c'est le Savagnin blanc, qui donne l'Aïda ou le Païen en vallée par exemple. C'est un cépage qui débourre 3 semaines après les autres, et puis qui est parfaitement adapté pour des zones à débourrement potentiellement précoce. Alors ça, c'est ce que ça nous impose au niveau des cépages. Après, les interspécifiques, je crois que les écoles d'Inge ont d'abord essayé de sortir des raisins qui avaient bon goût. Parce qu'en fait, quand on fait des croisements comme ils le font, on a tout, on a des bons vins, on a des bons raisins et des moyens ou des mauvais raisins. Donc typiquement le Divico, ça a été le bon compromis parce qu'il est résistant au mildiou, mais en plus de ça, il est bon. Mais par contre, c'est clair qu'il est beaucoup trop précoce et puis que ce sera peut-être pas l'avenir. Le Divico, juste pour vous dire, nous on l'a vendangé le 20 août cette année. Ça mûrit à vitesse grand V. En plus de ça, ça attire la mouche Suzuki. Mais ça, on ne le savait pas quand on l'a créé, parce que la mouche Suzuki n'existait pas en Suisse. Donc voilà. Alors maintenant, on fait des tests sur des cépages plus tardifs, par exemple du Cabernet Jura, qui est aussi un Piwi, où c'est des vins des raisins qui vont mûrir plus tardivement. Mais je vous dis, je crois qu'il faut 50 à 80 ans pour connaître vraiment un cépage, l'avoir sélectionné, avoir fait tout le travail. Là, on a peut-être 10 ans de recul maintenant, ou 15 ans de recul, donc ce sera pour la génération suivante ou celle d'après, en espérant que le climat se calme un petit peu. Voilà. Puis juste pour les champs de patates, ce qu'il faut savoir, c'est que la vigne, elle pousse sur des terres qui sont des terres de caillasse, souvent, dans des coteaux qui sont difficilement mécanisables. Donc on ne va pas pouvoir transformer ces cultures en Zélande. C'est pas du tout adapté à la pomme de terre, à la carotte si on veut qu'elle pousse droite, et puis aux céréales. C'est des zones inaccessibles. Alors les alternatives, je dirais, c'est plutôt des fruitiers, donc type pêche, kiwi, olivier. Donc ça c'est possible. Mais alors il faut aussi se dire qu'on part avec zéro expérience et zéro notoriété sur ces produits-là. Est-ce qu'un agriculteur veut aujourd'hui prendre des risques sur des pêchers sans avoir forcément de marché et de savoir-faire? Je ne sais pas. Puis c'est aussi des cultures pérennes qui vont être sujettes exactement au même problème qu'on a dans la viticulture, des nouveaux virus, des nouveaux insectes qui vont gentiment remonter les latitudes et qui créeront aussi des problèmes dans ces cultures-là. Donc moi j'ai tendance à dire, on est compétent dans notre domaine, restons dans ce domaine, mais évoluons avec la science. Oui, ma question s'adresse à M. Rouvinet. Dans le monde de la viticulture aujourd'hui, comme l'a dit mon président, de réduction de consommation de béton, aujourd'hui on a clairement une réduction de consommation dans le domaine viticole. On parle beaucoup de réduction de surface d'encépagement. Donc quand on parle de réduction de cépage d'encépagement, vous êtes aussi concerné. Donc aujourd'hui, il y a des tas de petits producteurs, mais vous, en tant que producteur, comment vous pouvez appréhender cette situation et dire, vous participez et on participera? Bon, peut-être la première chose, moi je suis actif dans les interprofessions depuis 2012, donc ça fait gentiment un peu plus de 10 ans. Et ça fait pas très longtemps qu'on entend dans ma bouche le terme arrachage. J'étais toujours fervent défenseur de maintenir notre vignoble et de maintenir notre culture. Et puis, depuis quelque temps maintenant, je me surprends à en parler parce que je crois que je dois faire face à une réalité. Quelle est cette réalité? C'est qu'il y a quand même, premièrement, une baisse de la consommation. Quand j'ai commencé, on était à plus de 45 litres par habitant. Aujourd'hui, on est à 32. Quand j'ai commencé, on consommait 320 millions de litres en Suisse. Je parle de vin global, hein, Suisse et étranger. Aujourd'hui, on consomme 217 millions de litres. Donc, cette baisse de la consommation,
elle veut dire quelque chose. Il y a toute une génération qui buvait une bouteille par jour qui a disparu. Et puis il y a tous les poursuivants qui boivent autre chose ou qui boivent différemment ou qui ne boivent pas, tout simplement. Donc c'est un fait. Après, la raison pour laquelle je ne voulais pas parler d'arrachage aussi, c'est qu'on est une des rares régions productrices où on ne produit que 35% de la demande. En réalité, on importe 65% de ce qu'on consomme. La France et l'Italie produisent 4 fois ce qu'ils consomment. Et donc ils exportent. Donc c'était aussi un élément qui me faisait dire que non, on doit lutter, on doit maintenir. Mais face à beaucoup d'échecs politiques, d'un minimum de protectionnisme, parce qu'en fait on est dans un pays très libéral, mais je crois qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on se pose la question, est-ce qu'on veut maintenir cette compétence ou est-ce qu'on ne veut pas la maintenir? Et si on veut la maintenir, qu'est-ce qu'on met en place pour la maintenir? On a échoué dans énormément d'initiatives pour mettre un minimum de taxes d'importation sur les vins étrangers et on n'a jamais réussi. Et donc ce qui me fait dire qu'aujourd'hui on doit arrêter, c'est qu'on doit réduire, c'est qu'on n'a pas cette volonté en fait de nous protéger à la frontière et qu'on ne peut pas lutter. Parce qu'il y a 15 ans, 17 ans quand j'ai commencé, un litre de Bordeaux générique, donc un petit vin rouge, mais avec une appellation Bordeaux, s'importait à 1,70 € le litre en Suisse, avant d'être embouteillé, mis en marché, la marge du distributeur et tout ça. Aujourd'hui, avec la crise que les Français vivent, un litre de Bordeaux générique se négocie à 70 centimes d'euros. Et puis, n'oubliez pas non plus que l'euro est passé dans l'intervalle de 1,30 à 0,93. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un Bordeaux générique, vous avez à peu près 60 centimes de valeur de vin dans la bouteille. C'est pas possible de lutter contre cette concurrence-là. Donc, un, baisse de la consommation. Deux, concurrence acharnée des pays européens qui sont subventionnés pour exporter hors de l'Europe, donc chez nous. Et puis, ça donne le cocktail qu'on vit actuellement. Alors, oui, il faudra probablement arracher des vignes. Alors, qui et comment, c'est maintenant qu'il faut le définir. C'est les vignes les moins accessibles, qui sont coûteuses à l'exploitation, et surtout pas, si possible, des vignes en cœur de vignobles, de terroirs, dans les belles surfaces, les plus belles surfaces valaisannes. Ouais. Merci. J'avais une dernière, plutôt, je vous demanderai un éclairage à chacun de vous. Vous êtes dans on l'a vu, hein, dans des industries qui sont très différentes, mais comme je l'ai dit au tout début, vous avez des points de vue qui se rejoignent sur beaucoup d'éléments. C'est quoi qui fait, François, tu l'as mentionné notamment, Frédéric aussi, Elodie aussi, qu'est-ce qui va faire que non seulement vous allez réussir à transformer la société pour laquelle vous travaillez, mais l'industrie, donc plus largement à SME, c'est quoi qui va faire que vous allez réussir à faire ça? Quel élément il faut mettre en place pour réussir à transformer toute votre industrie? Ça marche. Alors, nous, on est, je dirais, réponse en 2 temps. La première, c'est que les normes dans l'agriculture vont à une vitesse grand V. Donc, le niveau que l'on a aujourd'hui, on peut partir du principe que nos poursuivants l'auront assez rapidement. On a entre guillemets, ce problème des paiements directs qui fait que si on veut y prétendre, on doit avancer dans les normes. Donc ça impose quand même aux prochains d'y arriver. Notamment l'année prochaine, il y a un permis de traitement pour tout le monde qui sera mis en place. Et puis les prestations écologiques requises sont de plus en plus exigeantes pour la viticulture. Donc on va y arriver. Mais après, c'est pas parce que les normes l'imposent que la filière va réussir à se transformer sans dégâts. Donc je pense que pour y arriver, on doit vraiment revaloriser le secteur, le rendre à nouveau rentable. Et puis là, c'est un petit bout de réponse que j'ai donné tout à l'heure, mais peut-être que je dirais, on va devoir se réinventer. Si on veut que les gens consomment une boisson à base de raisin, on doit créer des boissons à base de raisin qui plaisent aux consommateurs. Et puis aujourd'hui, la piste la plus crédible, c'est d'aller vers des low alcool. Donc, on a testé le no alcool, le vin sans alcool, on voit que ça ne prend pas, parce que le consommateur ne veut pas boire un jus. Parce que le no-alcool, finalement, c'est un jus de raisin où on compense certaines choses avec du sucre, avec un peu de glycérol, enfin, ouais, de choses qui épaississent le vin, et puis c'est pas très bon. Par contre, le low-alcool, si on arrive à faire un très bon vin à 5-6% d'alcool, là, on va peut-être pouvoir récupérer des consommateurs. Parce que les consommateurs arrêtent de consommer pour 2 raisons.
simplement parce qu'ils ressentent l'effet de l'alcool. Quand on boit 2 verres d'apéritif à jeun, on sent les jambes qui commencent à trembloter, et puis si on est un peu sensible, on sent la tête qui commence à avoir un petit peu mal. Et bien, si on arrive à faire des low alcool qui sont très bons, on va pouvoir raccrocher des gens qui aiment le vin, mais qui constatent le problème de l'alcool, qui pourront boire 2 verres d'apéritif sans rien sentir, et qui pourront boire 2 verres ensuite en mangeant, tout en reprenant encore la voiture plus tard, parce qu'ils sont en dessous de 0,5 et puis qui seront bien. Donc ça fait partie de l'innovation. Ça permettra probablement de retrouver des consommateurs, de revaloriser le vin, et puis ensuite de redistribuer dans toute la filière ce qui est nécessaire pour faire ces transitions écologiques.